Cypher ne supporte pas pour sa part le monde apocalyptique dans lequel il vit. Et puisqu'il n'est pas heureux dans le monde réel, il veut le devenir dans un monde faux, illusoire, faisant ainsi l'éloge du mensonge sur la vérité. Il regrette le choix originel qu'il a fait de sortir de la matrice et de suivre Morpheus en avalant la célèbre pilule bleue qui libère du mensonge au lieu de la pilule rouge qui libère pour sa part surtout du poids de la vérité. Morpheus l'avait pourtant prévenu, il ne lui promettait que la vérité. Il n'en regrette pas moins son choix. Il le confie d'ailleurs à Néo, d'un ton assez amer. « Entre nous, je sais ce que tu dois te dire. J'y pense constamment, tout comme toi. Je crois même que j'y pense que depuis que je suis ici. Pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue ?» Il est ainsi possible de mettre en parallèle Cypher avec deux autres protagonistes du film qui incarnent chacun un rapport différent aux nourritures terrestres. Tout d'abord, un personnage qui s'appelle le mulot. Il fait partie des compagnons. C'est un adolescent qui vit dans les mêmes conditions matérielles que Cypher, qui ne sont pas enviables. Mais il garde la foi. Il incarne l'enthousiasme et la ferveur de la jeunesse. Il ne souffre que du vide de sa vie sexuelle, qu'il compense en regardant des posters érotiques et en créant des femmes fatales artificielles dans des simulateurs informatiques. Contrairement à Cypher, le fait que la simulation ne soit pas la réalité ne semble pas lui poser de problème. Après tout, c'est comme lorsque nous jouons à un jeu vidéo, on peut très bien y prendre du plaisir, tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Le mulot prend du plaisir à vivre dans un monde, tout en sachant qu'il est virtuel. Ensuite, nous pouvons comparer Cypher à un autre personnage qui apparaît dans Matrix 2, qui s'appelle le Mérovingien. Ce personnage apparaît aux côtés de son épouse Perséphone dans le deuxième opus. C'est un programme informatique cynique, jouisseur et déterministe. C'est une sorte d'hédoniste, si on veut. Il aime le luxe, la nourriture raffinée, le vin de qualité, les belles femmes, le jeu, la rhétorique, les mots d'esprit et, par-dessus tout, les gros mots français. Cypher ne l'a pas connu car il avait été tué avant, dans le 1. Mais on voit mieux d'où provient, grâce à cette comparaison, le mal-être de Cypher. Il n'a pas, ou il n'a plus, l'enthousiasme juvénile du mulot. Il aimerait profiter de la vie comme le fait le Mérovingien, mais lui n'a pas ce luxe à portée de la main. Et surtout, il n'est pas capable d'apprécier un plaisir s'il sait qu'il est illusoire. Le bonheur ne peut reposer que sur l'esclavage de l'ignorance, et il ne sera heureux que lorsqu'il pourra profiter de la vie en étant libéré non pas du mensonge, mais de la vérité. De même, il ne pourra être heureux que s'il est libre, non pas en un sens héroïque, libéré du joug de l'apparence, comme le voudrait par exemple Platon, mais libre au sens où il pourrait jouir sans entrave de toutes les nourritures que bon lui semble, grâce à son argent notamment. Dans l'un des dialogues, Cypher dit à Trinity « Libéré, tu trouves qu'on a l'air libéré? Je ne suis là que pour donner des ordres à monsieur. S'il faut choisir entre ça et la matrice, je choisis la matrice. » Le problème de Cypher, c'est donc qu'il n'est qu'une personne ordinaire, comme vous et moi probablement, dans une aventure extraordinaire. Il est semblable à tous ceux que Morpheus décrit comme étant incapables de supporter la réalité et tellement dépendants de l'illusion qu'ils seraient même prêts à se battre pour elle, une sorte de servitude volontaire, si l'on veut employer l'expression de la Boétie. On noterait d'ailleurs que, sans Cypher, Néo ne se serait pas davantage révélé être l'élu, que Jésus ne se serait révélé être le Christ mort et ressuscité si Judas ne l'avait pas trahi. Je me fais un tout petit peu l'avocat du diable tout de même. C'est en livrant le chef des rebelles aux machines que Néo s'est transcendé, que l'amour de Trinity l'a ressuscité grâce à la magie d'un premier baiser, et que la prophétie de l'oracle s'est réalisée. Et c'est ce qui explique sans doute la présence même de Cypher parmi les rebelles. C'est vrai, au fait, pourquoi avoir pris Cypher dans l'équipe ? Question que je me suis assez rapidement posée quand j'ai vu Matrix. Il n'a aucun pouvoir exceptionnel, il n'a aucun destin exceptionnel, contrairement à Morpheus, Trinity, Néo. Il n'a aucune qualité particulière. C'est un décrypteur. Il indique qu'il a compris lui-même que l'ignorance était source de félicité au bout de 9 ans. C'est assez troublant parce que cela signifie qu'il a dû être exfiltré de la matrice quand il avait 40 ans. C'est étonnant quand on sait que tous les autres élus possibles sont des enfants, notamment celui qui explique à Néo que pour tordre la cuillère, il faut se rendre compte qu'elle n'existe pas. Seuls des enfants sont en effet capables de croire à quelque chose d'aussi incroyable que ce scénario. Morpheus le reconnaît lui-même. Nous avons une règle, ne jamais libérer l'esprit avant qu'il ait atteint un certain âge. C'est dangereux, l'esprit résiste de toutes ses forces.
Avec toi, Néo, nous avons dû le faire parce que je savais que tu étais l'élu. Il est difficile, dans ce cas, de comprendre pourquoi est-ce que Cypher a été libéré, si ce n'est pour qu'il réalise involontairement la prophétie. L'explication de cette étrangeté pourrait être la suivante. Le destin de Cypher était précisément de faire advenir l'élu en le trahissant, et ceci expliquerait pourquoi, même après avoir été sauvé, Morpheus ne critique jamais la lâcheté de Cypher, dont il comprend peut-être l'utilité prophétique. Finalement, la question qui se pose ici est une question d'ordre moral, plus que théorique. Sommes-nous des cerveaux branchés dans des cuves? Sommes-nous emprisonnés dans un monde artificiel, qui est finalement une question de science-fiction, une question technique? La question est peut-être davantage d'ordre moral. La question, en effet, serait de se demander: peut-on réellement reprocher à Cypher d'avoir voulu profiter de nourriture terrestre illusoire? Platon lui-même considérait que c'était un devoir moral, que sortir de la caverne était une question de dignité, que retourner libérer les autres était également une question de devoir et de dignité, fût-ce au péril de sa vie. Quelle est toutefois l'attitude de Cypher et quelle est l'attitude de Néo, puisque Néo est censé être l'exemple? En repassant devant un restaurant dans lequel il avait l'habitude d'aller quand il était dans ce monde illusoire, Néo dit: c'est étonnant, je sais que ce monde n'existait pas, pourtant on y mangeait bien, ils y faisaient de très bonnes nouilles. Cypher, lui, n'a pas autant de flegme et de détachement, mais c'est peut-être aussi une vertu. On a beau jeu de dire qu'il faut toujours rechercher le vrai et qu'il faut, selon l'expression d'un philosophe célèbre, John Stuart Mill, dans l'utilitarisme, préférer être Socrate malheureux plutôt qu'un imbécile heureux, qu'il faut préférer être un homme malheureux plutôt qu'un pourceau, un petit cochon, heureux, que c'est une affaire de dignité. Bien sûr, la curiosité et l'ouverture intellectuelle sont préférables à la bêtise. Toutefois, sans vouloir nous faire ici une nouvelle fois l'avocat du diable, de ce que Tank appelle prosaïquement une espèce d'enculé, nous pouvons remarquer que Cypher a pour sa part une certaine forme de dignité, celle de ne pas pouvoir profiter de ce qui n'est qu'une simulation ou un simulacre. Car qui finalement est le sale type dans cette histoire? Celui qui pense que l'ignorance est indispensable au bonheur? Celui qui, comme le mérovingien, parvient parfaitement à jouir cyniquement d'un monde qu'il sait pourtant être irréel? Ou celui qui, comme Néo, n'est guère troublé d'apprendre que les nouilles qu'il aimait tant n'ont pourtant jamais existé? À défaut d'être héroïque, n'est-ce pas déjà être vertueux que de ne pas pouvoir jouir d'un monde si l'on sait que celui-ci n'est pas authentique, ou de jouir d'une personne si l'on sait que son plaisir, à elle, est simulé? Il nous semble que c'est sur ce point que le cas Cypher, le syndrome Cypher, nous invite à nous interroger.